Tiens, je propose, cher Arnaud, qu'on commence et puis que les personnes éventuellement nous rejoignent plus tard dans ce webinaire ou bien le voient en replay. Alors, je vais tout d'abord te présenter et puis tu me corrigeras si je me trompe. Mais donc, tu es doctorant en philosophie à l'université donc de Grenoble-Alpes, comme le suggère ton fond d'écran. Et également à l'université de Sherbrooke au Québec, qui sont deux universités très actives en matière de réflexion sur les technologies quantiques, à la fois sous l'angle des technologies elles-mêmes et donc de la physique, mais aussi sous l'angle des sciences humaines et sociales, des SHS. Et donc il y a une sorte d'écosystème assez remarquable à Grenoble comme à Sherbrooke autour de ces enjeux. Et donc, on a la chance que tu aies accepté d'intervenir à deux reprises, d'ailleurs, dans le cycle de conférences, donc Lundi Quantique, qui est organisé dans le cadre de ma chaire IEF sur euh, l'encadrement éthique et juridique des technologies quantiques. Pour ce premier rendez-vous avec toi, je ferai un petit point d'agenda à la fin du webinaire. Nous allons donc parler d'esthétique et de fiction de l'ordinateur quantique, qui est un sujet qu'on n'a pas exploré jusqu'ici. On a eu la chance d'accueillir Thierry Ménissier il y a quelques semaines qui nous a parlé de philosophie également, mais plutôt pour faire le lien entre l'encadrement et que peut apporter la philosophie à la compréhension de l'éthique et de l'encadrement éthique, à la fois de l'IA et des technologies quantiques. Et là, donc, on va faire avec toi de la philosophie, mais d'une toute autre manière. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous, Arnaud. Et puis, je te cède la parole donc pour une conférence de 30 à 40 minutes suivi d'une séance de discussion. Je te remercie, Raphaël, pour l'invitation. Et effectivement, c'est un peu en parallèle de ma thèse que je m'intéresse un peu aux imaginaires, parce que ma thèse, c'est une thèse interdisciplinaire qui cherche à lier un peu le droit et l'éthique, parce que je suis inscrit en droit à Grenoble et en philosophie et éthique à l'université de Sherbrooke. Et donc, et je m'intéresse aussi beaucoup à la science-fiction. C'est aussi pour ça que, en fait, je m'intéressais en fait un peu à cet imaginaire de l'ordinateur quantique qui en fait est très peu exploré encore pour l'instant parce que c'est une technologie qui est assez nouvelle, qui est émergente, etc. Et donc, dans cette présentation, en fait, on va voir un peu, en particulier, la façon dont l'ordinateur quantique va être repris au cinéma. Et en fait, parce qu'il a une forme et une esthétique particulière qui fait qu'en fait, il va stimuler l'imaginaire et il va être repris justement dans la fiction. Alors, je vais commencer par présenter rapidement l'ordinateur quantique parce que, enfin, un peu sur la technique de l'ordinateur quantique parce que c'est ça qui va un peu expliquer sa forme et justement cette forme particulière. Donc voilà un peu à quoi ressemble en fait un ordinateur quantique. C'est en tout cas la forme la plus répandue et celle qu'on voit qui est la plus reprise, c'est l'ordinateur quantique d'IBM qu'on voit souvent, l'ordinateur quantique supraconducteur. Donc c'est un ordinateur qui est basé sur les principes de la physique quantique et qui va utiliser en fait les propriétés de la matière au niveau quantique pour manipuler l'information et en fait réaliser des calculs qu'un supercalculateur ou qu'un ordinateur classique ne saura pas faire ou prendra beaucoup plus de temps à réaliser. Et donc, bon, pour faire juste un point en fait sur un peu la physique quantique qui est à la base en fait de cette technologie, c'est que donc c'est une physique qui étudie le monde des atomes et des particules, et en fait à ce niveau-là, la matière, elle se comporte pas de la même manière. Et c'est pour ça en fait qu'au début du XXe siècle, il a fallu élaborer de nouvelles lois en fait pour décrire ce monde-là. Et il y a un certain nombre de phénomènes qui sont justement propres
ce monde microscopique, à ce niveau de réalité, et particulièrement l'intrication et la superposition, qui vont être très importants en fait pour l'informatique quantique. Alors, je vais m'attarder un peu sur la superposition d'états, c'est-à-dire c'est l'idée qu'une particule peut être dans plusieurs états en même temps, et c'est lié à une vision en fait probabiliste de la réalité, au caractère en fait indéterminé des systèmes quantiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les décrire avec des positions et des trajectoires précises. Dans la mesure d'un système, on aura des résultats probabilistes. Et on a ici le spin de l'électron. En fait, le spin de l'électron, c'est en quelque sorte son orientation. Il peut être vers le bas ou vers le haut, mais il peut être à la fois les deux en même temps. C'est cette superposition-là. Et tout ça, c'est difficile à appréhender parce qu'en fait, c'est des lois un peu qui sont contre-intuitives parce que ça ne correspond pas à la réalité telle qu'on l'expérimente avec nos sens, telle qu'on l'expérimente dans la vie de tous les jours. Et la compréhension en fait de ce monde-là, elle a permis de nombreuses applications. Donc, on distingue deux révolutions dans le champ des applications. La première, c'est basé sur l'observation du monde quantique. Donc, ça a amené des technologies comme le transistor, le laser, et en fait, elle est à l'origine en fait un peu de l'électronique moderne et de nos ordinateurs. Et la seconde révolution, c'est celle qu'on vit actuellement. C'est plus seulement une observation des phénomènes quantiques, mais ça va être une manipulation en fait directe de ceci, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment préparer, contrôler les états quantiques pour des applications déterminées. Et c'est là qu'en fait le concept de superposition va être exploité à grande échelle avec l'ordinateur quantique. Alors, pour expliquer un peu la spécificité de l'ordinateur quantique, il faut regarder la différence entre informatique quantique et informatique classique. C'est-à-dire l'informatique classique, c'est du binaire, donc c'est soit 0, soit 1, c'est lié au transistor, au système physique en fait, qui vont laisser passer ou non le courant. Donc c'est on appelle ça en fait les bits, c'est l'unité d'information la plus simple. Et pour l'informatique quantique, on va être toujours sur du binaire, mais ça peut être les deux états, les états à la fois en même temps. Et, euh, et ces bits quantiques, on va les appeler qubits, quantum bits. Et cette fois, ce sont des systèmes quantiques en fait qui vont être à la base. Donc un qubit, il peut être tout système quantique à deux niveaux, comme on l'a vu par exemple le spin de l'électron. Donc toute forme de superposition peut être utilisée comme de l'information. Et en fait, ce qui explique l'avantage significatif et la spécificité des ordinateurs quantiques, c'est la possibilité en fait d'effectuer des calculs en parallèle grâce à la superposition. Donc le qubit, il peut être dans une combinaison d'états, c'est ce qu'on voit ici, ça se note de cette manière, et comme j'ai dit, c'est une physique probabiliste, donc on peut avoir une certaine probabilité d'avoir un des deux résultats, donc par exemple 50% 0, 50% 1, et ça c'est pour ça va être pour un qubit, mais ça va augmenter à chaque fois en fonction du nombre de qubits. Donc, on a 2 puissance n possibilités en fonction du nombre de qubits. Pour 2 qubits, c'est 2 puissance 2. Pour 3, c'est 2 puissance 3, etc. Et on a en fait toutes ces possibilités en même temps et on va chercher en fait après à avoir le meilleur résultat possible au moment de la mesure parce qu'au moment de la mesure, on va garder qu'un seul des résultats. Et en fait, on va chercher avec des méthodes particulières à renforcer la probabilité des états souhaités et atténuer la probabilité des états indésirables. Et ça nous montre un peu la puissance de calcul des ordinateurs quantiques et leur avantage en fait par rapport aux ordinateurs classiques, puisque 300 qubits c'est de puissance 300, il faudrait autant de bits qu'il y ait d'atomes dans l'univers pour faire le même calcul en fait simultanément. Alors, quelles sont les applications en fait des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire à quoi ils vont servir. Ils sont pas dans nos bureaux, dans nos maisons. Ils n'ont pas vocation en fait à remplacer nos ordinateurs, mais ils vont répondre à des problématiques et des besoins en fait spécifiques qui vont être beaucoup plus liés à l'industrie, aux entreprises, et ça sera moins des besoins individuels qui sont toujours remplis en fait par nos ordinateurs classiques. Donc là, on est beaucoup plus sur une échelle macroscopique et ils vont être plus efficaces seulement sur certains types de calculs.
et particulièrement sur les calculs d'optimisation et de simulation. Donc l'optimisation, ça correspond à la recherche de la solution optimale à un problème à partir d'un de choix possibles avec un certain nombre de contraintes. Et la simulation, ça désigne la reproduction et la modélisation de systèmes et de phénomènes physiques, chimiques, quantiques. Et en fait, ils vont être très intéressants pour l'industrie parce que la simulation va permettre de créer de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments en comprenant la dynamique des systèmes complexes comme la matière, les molécules, etc. Et l'optimisation, ça va permettre, par exemple, d'optimiser un process industriel. Et les plus importants secteurs, donc là, j'ai mis qui seront touchés en fait par l'ordinateur quantique, ça va être santé, chimie, énergie, finance, transport. Et j'ai mis comme ça un certain nombre d'applications potentielles. C'est pas exhaustif, mais potentiellement l'ordinateur quantique sera capable en fait de toucher. C'est une technologie en fait qui est systémique, qui sera capable de toucher à peu près tous les secteurs. Mais alors, pour l'instant, voilà, les ordinateurs quantiques, ils sont pas encore capables de faire tout ça. On est plutôt à la phase de développement et de validation de la technologie. Il y a encore plein de défis techniques, en fait, à résoudre. Et il y a des prévisions qui disent pour 2030, pour l'ordinateur quantique universel tolérant aux fautes. Alors, ils répondent à un certain nombre de problèmes et de besoins industriels, mais ils viennent aussi avec forcément aussi un certain nombre de risques et d'enjeux éthiques. Et là, j'ai mis en avant un peu les risques et enjeux éthiques qui sont mis en avant dans la littérature. Donc, il y a des questions d'accès et d'équité, comme c'est une technologie qui est coûteuse et complexe, il y aurait une séparation entre ceux qui la possèdent et ceux qui n'ont pas les moyens de l'utiliser. Il y a aussi la question de cybersécurité, parce que l'ordinateur quantique serait capable en fait de craquer nos systèmes de sécurité qu'on a sur Internet. Ça déstabiliserait le réseau et ça présenterait des risques pour nos données personnelles. Il y a des questions de vérifiabilité aussi, de transparence, parce que ça demande une expertise en fait pour vérifier ces résultats. Donc il y a une question de confiance dans les experts qui vérifient ces résultats. Il y a des enjeux didactiques parce que cette technologie est difficile à appréhender. Donc pour que la société s'en empare, il faut qu'il y ait un effort en fait d'éducation pour rendre cette technologie accessible. Et il y a des questions liées à la simulation du vivant parce qu'on peut simuler des molécules. Il y a un risque en fait de manipulation du vivant. Alors il existe différents types d'ordinateurs quantiques. Il y en a un certain nombre et avec différents types de quantum bits. J'en ai mis ici les plus répandus et ceux qu'on va voir, ce sera les ordinateurs quantiques supraconducteurs. Mais on voit à côté, par exemple, les ordinateurs quantiques de Pascal et aussi ceux de D-Wave qui, en fait, ont une architecture qui est très différente. C'est une sorte de grosse boîte comme ça, avec qui a moins, en fait, qui va moins stimuler les imaginaires que les autres types d'ordinateurs quantiques. Et en fait, toutes ces technologies, en fait, elles servent à manipuler un monde quantique invisible, c'est-à-dire à manipuler des phénomènes quantiques qu'on ne peut pas vraiment observer avec nos sens, qui sont inaccessibles en fait pour notre perception, et justement à manipuler ces phénomènes de superposition, d'intrication, et en fait des phénomènes qui nous sont accessibles que par des représentations abstraites, que par des modèles mathématiques. Et c'est pour ça en fait que ce monde-là, il pose des difficultés de compréhension aussi à l'expliquer en fait pour les non-initiés, parce que c'est un monde, j'en avais déjà un peu parlé, mais qui est un fonctionnement différent de notre monde et du monde tel qu'il est dirigé par les lois de la physique classique. Et alors, il y a des articles qui ont été écrits sur cette difficulté de représentation de ce monde quantique, notamment l'article de Alexei Greenbaum, qu'on voit ici. Et lui, dans cet article, il s'intéresse à la production de métaphores, en fait, pour expliquer le quantique. Et il dit qu'on est en déficit d'images et de métaphores, et qu'il faut en inventer de nouvelles dans le cadre de la seconde révolution quantique. Et lui, il va s'intéresser particulièrement au phénomène d'intrication.
avec aussi une dimension éducative et éthique, parce que pour transmettre et expliquer en fait ces technologies quantiques, pour faire preuve aussi d'une forme de didactisme. Et en fin de compte, quand on parle de cet accès à ce monde quantique-là, d'un rapport sensible à la physique quantique, en fait, qu'est-ce qui se présente à nous? Ce ne sont pas les phénomènes quantiques en eux-mêmes. Ça va être en fait tous les dispositifs techniques qui vont manipuler ces objets. C'est-à-dire qu'il y a ce filtre-là. Et l'ordinateur quantique va être un des représentants en fait matériels de cet ordre sous-jacent. C'est-à-dire c'est une question de phénoménologie, c'est-à-dire c'est un intermédiaire qu'on a avec l'invisible de la théorie quantique. Et donc, c'est un intermédiaire bien particulier, c'est-à-dire avec des caractéristiques techniques bien particulières. Donc, comme je disais, l'architecture la plus connue et la plus représentée, donc c'est l'ordinateur quantique à qubits supraconducteurs. Donc, ce sont ceux qui sont utilisés par IBM, Google, Intel, Rigetti. Et on va vraiment se focaliser là-dessus, euh, parce que les autres, il y a très peu de représentations qui vont circuler, alors que celui-ci va être en fait une forme il va représenter l'ordinateur quantique dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire c'est une sorte de métonymie, c'est-à-dire c'est cette partie-là. En plus, c'est qu'une partie spécifique de l'ordinateur quantique qui va le symboliser. Alors, donc il a cette forme en fait spéciale, très reconnaissable. Et en fait, on a ce cube de verre déjà, premièrement, qui permet en fait de l'isoler de l'extérieur, parce qu'en fait, les phénomènes quantiques sont très sensibles aux perturbations externes. Donc en fait, il faut minimiser les interactions avec l'environnement, parce que ces qubits-là, ils vont garder leurs propriétés quantiques seulement un certain temps. Ça s'appelle le temps de cohérence, et ils ont en fait un temps de cohérence très court et qui va dépendre des interférences externes. Et il faut maintenir cette cohérence un certain temps assez long pour réaliser les calculs. Et ce temps de cohérence, il va être facilité en fait par des températures très basses aussi. Et, aussi la supraconduction qui est à la base de ce type de qubit, c'est un phénomène quantique qui apparaît en fait qu'à très basse température. Donc en fait, il y a un besoin pour d'un système de refroidissement très sophistiqué. Et donc, on a ce cube de verre. Ensuite, on a on a une enceinte cryogénisée. Et à l'intérieur, en fait, on a cette forme de chandelier qui, en fait, représente le réfrigérateur à dilution, qui permet le refroidissement, qui va avoir comme ça différents étages. Et avec des disques métalliques, où on a des fils conducteurs montants et descendants, et plus on va descendre dans les étages, plus il va faire froid. Et les fils descendants, en fait, sont des générateurs de micro-ondes qui vont permettre de manipuler les qubits, et les fils montants vont servir à la lecture des résultats. Et tout ça, ça va être relié à la puce qu'on voit ici juste à droite. Et en fait, elle se trouve tout en bas du dispositif. Et cette puce va contenir en fait une collection de qubits et aussi les portes quantiques. Et justement, c'est là on voit, on a en fait tout le système de réfrigération qui va être représenté la plus grande partie, mais cette puce, elle va être toute petite, elle va être seulement de quelques centimètres carrés. Et c'est là que il y a les systèmes quantiques qui vont être manipulés. Alors pourquoi il a cette couleur dorée comme ça, qui est très justement esthétique? Alors ces différents étages, ils sont faits en fait avec du cuivre et de la feuille d'or. C'est-à-dire c'est un matériau qui ça n'a pas une dimension esthétique, c'est vraiment une utilité précise. C'est-à-dire que le cuivre, il a une propriété thermique à très basse température et il va être très intéressant pour la cryogénie. Et c'est un conducteur thermique et électrique. Et l'or, il va protéger contre l'oxydation du cuivre, contre la dégradation, la corrosion, etc. Et ces deux matériaux en même temps, l'or et le cuivre, ils vont aussi minimiser les interférences électromagnétiques pour garder en fait aussi cette cohérence quantique.
Et alors, tous ces éléments-là, ils vont lui donner en fait une forme esthétique particulière, mais de manière non intentionnelle. Et cette présentation, en fait, ça va se rapprocher d'une forme de scénographie un peu muséale, artistique, parce que comme on l'a vu avant, il est isolé derrière une vitre, il est un peu surélevé, il y a cette forme de lustre, de chandelier, il est fait en matériaux nobles, comme l'or, et ça va devenir en fait une forme de type spécifique qui est marquant, qui va marquer l'imaginaire, et va être justement repris particulièrement dans la communication des entreprises et aussi au cinéma, justement. Alors, je vais montrer quelques exemples en fait de cette reprise et cette esthétisation de l'ordinateur quantique dans la communication des entreprises. Donc là, on voit par exemple Getty qui met en avant particulièrement la silhouette de cet ordinateur quantique. IBM va lui beaucoup jouer sur les matériaux, sur l'or, ce caractère en fait très artistique. Et ça aussi, c'est un exemple parce que je me rends souvent à l'espace quantique de Sherbrooke et ils ont mis en fait cette lampe qui rappelle en fait cette forme particulière de l'ordinateur quantique. Alors, et les cinéastes ont aussi compris en fait cette mise en avant et cette esthétique particulière de l'objet. Alors, ça reste encore très embryonnaire, l'apparition de l'ordinateur quantique au cinéma, mais on va voir un peu les exemples qui existent de l'ordinateur quantique dans la fiction. Alors, ça commence, c'est en 2015 avec la série Scorpion. Et là, c'est un des seuls exemples qui reprend pas en fait cette forme particulière. Et là, c'est vraiment plus de l'imagination, une sorte de cube en verre avec des lasers à l'intérieur. Et cet ordinateur servait en fait à injecter un virus dans la Banque fédérale des États-Unis. Et les héros, ils vont devoir hacker en fait cet ordinateur quantique là particulier. Alors pour ceux qui ont vu la série Dark, ce sont les mêmes créateurs. Là, c'est la série 1899. C'est une série qui est assez complexe, mais ici, l'ordinateur quantique est capable de créer une simulation en fait, de la réalité. C'est une réflexion sur la caverne de Platon, en fait, c'est-à-dire où le monde ne serait en fait qu'une illusion pour nos sens, seulement une stimulation de notre cerveau. Et là, ce qui est mis en avant, c'est un peu sa complexité, avec l'enchevêtrement de fils. Il fait un peu machine en fait archaïque, tout en on retrouve quand même cette forme du réfrigérateur à dilution. Ensuite, on a la série beaucoup plus récemment, la série Black Mirror, qui est quand même très connue, avec une utilisation qui est assez similaire à celle de 1899, c'est-à-dire que dans cette série, l'héroïne elle découvre qu'une série, qu'un service très connu de streaming, il utilise son quotidien, les détails de sa vie en fait pour créer une série où elle est interprétée par l'actrice Salma Hayek. En fait, en s'abonnant à la plateforme, elle a cédé tous ses droits à l'image à cette plateforme qui va se servir en fait de son existence pour en faire du contenu. Et ce contenu en fait est entièrement généré par un ordinateur et forcément par un ordinateur quantique qui va permettre en fait de créer indéfiniment des réalités simulées dans laquelle en fait les individus ont des nouvelles versions d'eux-mêmes pour chacune de ces réalités. C'est basé sur la théorie du multivers, avec l'idée que notre monde coexisterait avec des mondes parallèles. Et en fait, pour arrêter la reproduction des simulations, des productions de contenu l'héroïne décide d'aller en fait détruire cet ordinateur quantique. Et là, on voit bien en fait les étages du réfrigérateur à dilution qui est très marqué, avec aussi les couleurs, les matériaux. Donc là, on a aussi, c'est la même année, oui, c'est ça, hein, c'est Heart of Stone, un film de Netflix, qui est, celui-ci est intéressant parce que l'intrigue est entièrement tournée autour de l'ordinateur quantique, qui est décrit comme en fait l'arme ultime qui permet en fait de découvrir les secrets de n'importe qui, de n'importe quelle organisation, de n'importe quel État. Et ça va permettre
de prédire, en fait, avec une très forte probabilité, les comportements, les actions des individus dans le futur parce qu'en fait, on les connaît par cœur à travers leurs données. Donc, en fait, va pouvoir faire des prédictions très précises et ceux qui l'utilisent disposent d'un pouvoir immense. Ça permet un contrôle comme ça sur les individus. Et ça va faire l'objet d'une lutte entre une organisation secrète d'espions et puis un, un groupe criminel qui veut s'accaparer le pouvoir de cette technologie. Et ça, ce film est assez intéressant parce que il est assez proche en fait de la technologie dans les applications parce qu'il y a des questions de cybersécurité, mais aussi dans la technologie elle-même puisque il a besoin euh, d'un espace de réfrigération, la puce quantique en fait qu'on peut sortir et qu'on peut remettre dans un autre réfrigérateur, dans un autre réfrigérateur à dilution pour la faire fonctionner. En fait, ils doivent trouver un dispositif similaire pour faire fonctionner cet ordinateur quantique. Alors, encore plus récemment, on a le film Afraid qui, lui, va être beaucoup plus tourné autour de l'intelligence artificielle en lui-même, même si on a quand même toujours cette forme particulière qui se retrouve. Et ici, en fait, c'est le héros et sa famille sont sélectionnés pour tester en fait une nouvelle technologie révolutionnaire qui est un assistant en fait intelligent qui va les aider dans leurs tâches quotidiennes. Et au début, cet assistant va s'intégrer complètement à la famille, elle va les servir de la manière de plus personnalisée possible, mais elle va devenir de plus en plus en fait envahissante. Elle va contrôler leur vie privée, contrôler tous les aspects de leur vie. Et cette IA est en fait alimentée par un ordinateur quantique. Et en fait, ça va être le système technologique qui est à la base de cette intelligence artificielle. Et comme je disais, c'est beaucoup plus des problématiques d'intelligence artificielle qui apparaissent dans ce film. Il n'y a pas vraiment de questionnement quantique à proprement parler. Et là aussi, on voit quand même, dans la représentation de cet ordinateur quantique, il y a beaucoup de détails. On essaie de ressembler en fait à la technologie de base, avec toujours cet écrin de verre qui entoure la technologie. Alors celle-ci, je l'ai gardée en dernier parce que c'est celle qui va le plus loin dans l'esthétisation de l'ordinateur quantique et qui donne la plus grande place à l'ordinateur quantique. Donc à la fois avec la lumière, la mise en scène, etc. Et aussi, on a une saison entière qui est basée sur l'ordinateur quantique qui va être l'élément principal en fait de l'intrigue. Et l'intrigue, en fait, elle suit Lily Chan, une ingénieure informatique qui travaille pour Amaya, qui est en fait une entreprise technologique de pointe. Euh, le petit ami de Lily, il travaille aussi pour cette entreprise et va être retrouvé mort dans des circonstances suspectes parce qu'il a été, au moment où il a été promu en fait au département de l'entreprise qui s'appelle Devs. Et en fait, Lily va commencer à enquêter en fait sur la véritable nature du projet. Et en fait, le département Devs travaille sur un ordinateur quantique très avancé qui peut reconstituer le passé et simuler le futur qu'il va projeter en vidéo. Et ça, tout ça, c'est basé en fait sur une vision déterministe de la réalité, c'est-à-dire que tout est prédictible, tout est prévisible, il y a pas de libre arbitre. Il y aurait en fait qu'une seule évolution du monde possible. Et selon le dirigeant en fait de cette entreprise qui s'appelle Amaya, en fait, euh, tout dans l'univers, y compris les actions humaines, sont déterminées par des lois physiques qui peuvent être prédites avec une précision totale. Et c'est justement un peu ce qu'on peut remarquer avec toutes ces différentes fictions, c'est le caractère en fait principalement menaçant, dystopique, parce que l'emphase en fait est mise sur le risque de cette technologie. Donc on a vu cyberattaque pour Scorpion, multivers et simulation de la réalité pour Black Mirror et 1899, intelligence artificielle malveillante pour Afraid, et justement dans Devs et aussi dans Heart of Stone,
une machine omnisciente et toute puissante. Et dans la plupart de ces fictions, en fait, il s'agit de détruire cette, cette machine. C'est vraiment ça. C'est donc ici avec une batte de baseball et dans Black Mirror avec une hache. Donc c'est vraiment, je pense, un fantasme de technophobe, de vraiment de détruire cette machine toute puissante qui prend trop de pouvoir, qui a un contrôle en fait trop important. Et on retrouve à travers ça en fait des grands thèmes de science-fiction avec certaines grandes peurs, c'est-à-dire la machine qui échappe au contrôle de l'humain, conscience artificielle qui dépasse l'intelligence humaine. Il y a des idées de surveillance avec une machine qui viendrait contrôler tous les aspects de nos vies, simulation de la réalité, en fait, qui vient poser des questions en fait sur la nature de notre réalité. Et il y a une étude qui a été faite en fait sur la vision des technologies quantiques dans les communications populaires. Et ils ont montré que en fait, ces technologies étaient plutôt bien perçues et qu'on parlait beaucoup plus de bénéfices que de risques. Mais là, on voit en fait que la représentation de l'ordinateur quantique dans la fiction, c'est plutôt l'inverse. La présentation est quand même assez différente. Donc, pour résumer, en fait, la représentation de l'ordinateur quantique au cinéma, les différents éléments qu'on peut noter, il y a déjà cet accent mis sur l'esthétique de la technologie, sur un élément stéréotypé, donc qui revient celui du réfrigérateur à dilution, qui met en avant avec les matières, la lumière, le cadrage, etc. Et à travers ça, ce qu'on veut montrer, c'est la complexité de la machine, à quel point elle est élaborée, sophistiquée, et ça va renforcer aussi le mystère qu'il y a autour de cette technologie. Et qui va être en lien avec le mystère un peu de l'aura de mystère qu'il y a autour de la théorie quantique, parce que l'objet technique, il va forcément être associé à cette histoire de la physique quantique tout au long du XXe siècle. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que la machine est vue comme toute puissante, c'est-à-dire qu'elle dépasse largement ce qu'elle est capable de faire en réalité. Il y a vraiment un décalage entre les véritables applications de l'ordinateur quantique et celles qu'on voit dans la fiction. Elles paraissent presque banales, en fait, les applications qu'on connaît dans la réalité. Il y a une dimension un peu magique de cette machine et c'est sur des visions en fait qui sont pas limitées par des contraintes pratiques. Et aussi, ce qu'on voit, c'est aussi un rapprochement avec l'imaginaire de l'intelligence artificielle, où l'ordinateur quantique va être confondu parfois avec une intelligence artificielle. Alors, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il y a une dimension, c'est que ces imaginaires aussi, ils sont pas anodins. Ils peuvent avoir certains effets. Il y a certaines recherches qui mettent en avant en fait la performativité des récits de SF. Performatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font faire, ils font agir, c'est-à-dire ils ont des répercussions dans l'action. Et cette capacité à mettre en scène un futur de la technologie très en amont du processus d'innovation, bah en fait, ça donne à des concepts, des idées techniques une réalité, ça les matérialise et ça peut avoir une influence sur les choix d'innovation, sur la trajectoire de l'objet technique, c'est-à-dire si on alimente une certaine vision de l'ordinateur quantique, ça peut créer des attentes ou ça peut créer des peurs aussi. Si on nous dit que l'ordinateur quantique, par exemple, va être très dangereux, très risqué, bah, les acteurs vont s'organiser pour contrer ce danger. Mais si par exemple on nous dit que cette machine bah, elle va être capable de réaliser des choses extraordinaires, bah, ça va peut-être créer un intérêt, une émulation et au final des investissements peut-être dans cette technologie. Donc c'est pour ça, c'est pour ces raisons qu'il y a une vraie dimension performative. Et ça a forcément des répercussions éthiques. Si les représentations et l'imaginaire ont des répercussions dans l'action. Et ça dépend en fait de la façon dont cette technologie est dépeinte en fait dans la fiction. Alors selon un article qui parle des imaginaires de SF, en fait ces fictions elles peuvent être soit se présenter comme une critique de l'innovation, mais aussi la promouvoir d'une certaine manière, mais pas forcément de manière intentionnelle. Euh, on l'a vu de manière générale.
en tout cas dans la fiction, il y a un regard assez quand même négatif sur les technologies, ou une dimension dystopique. On montre l'emprise des technologies sur nos vies, etc., les risques qu'elles présentent. Donc ça peut euh, mettre en avant une forme de critique sociale, mais ça peut créer aussi une forme d'acceptabilité de ces technologies, ça crée une familiarité avec elles, en montrant leur toute puissance, et une forme aussi d'apologie de la technoscience qui est un peu masquée comme ça. Et de manière générale aussi, ce que met en avant le philosophe Russell Blackford, j'ai mis en avant son livre ici, c'est qu'aussi ces imaginaires, ils peuvent provoquer une réflexion morale. C'est-à-dire qu'ils sont des facilitateurs de réflexion morale. Ils peuvent, en dramatisant et en mettant en scénario ces technologies et certains thèmes philosophiques, certains dilemmes, ça peut faire apparaître en fait des questionnements particuliers sur le développement technologique, des questionnements sociétaux. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que la manière dont est représenté l'ordinateur quantique, ça représente aussi un enjeu éthique à la fois par la performativité de ces récits et aussi par les questionnements moraux que cela provoque. Et je terminerai là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup Arnaud pour ta conférence. C'était vraiment passionnant. Je vois que Valère écrit exactement la même chose en ce moment dans le chat. C'était vraiment très très intéressant. Et donc merci beaucoup d'avoir pris le soin de nous faire euh, ce, cet état des lieux et en même temps de le mettre en perspective avec une vraie réflexion philosophique. Alors, c'est maintenant le moment du débat. J'ai aussi des questions, mais on est en tout petit comité. S'il y en a parmi vous, dans les collègues qui sont en ligne, qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à le faire librement. En plus, on est en tout petit comité aujourd'hui, mais il y a des juristes et des physiciens. Donc, donc ça peut être très intéressant. Moi, j'aurais peut-être une première question pour rebondir sur ce que tu as dit en fin de conférence. Et finalement, quel est pour toi l'intérêt d'avoir une représentation fidèle de l'ordinateur quantique? Puisque tu nous as montré qu'il y avait des représentations qui étaient finalement assez fidèles dans je crois que la dernière série que tu nous as montré, c'est assez proche de l'imaginaire, enfin de l'imaginaire, du graphisme qu'utilise IBM, donc avec tout ce qui est un peu cuivré, doré. Et puis il y a d'autres représentations qui sont peut-être un peu plus datées et où en fait on Mhm. n'avait pas forcément d'image, tout simplement de ce à quoi pouvait ressembler un ordinateur quantique. Est-ce qu'il y a un intérêt, à ton avis, d'avoir une représentation fidèle de l'ordinateur quantique pour la société de manière générale, mais aussi, je pense, aux entreprises elles-mêmes? Et est-ce que tu as pu constater dans tes recherches que les entreprises comme IBM, Pascal, etc., avaient une stratégie communicationnelle autour de cette esthétique ou pas vraiment? Mhm. Je vais peut-être commencer par la première, la stratégie communicationnelle. Euh, C'est-à-dire que oui, j'ai montré un peu les images. Ils vont vraiment mettre en avant l'esthétique de l'objet. Ça va être un des points très importants. Et je ne sais pas s'il y a forcément un message derrière. C'est vraiment mettre en avant l'objet, mettre en avant ce qu'il est capable de faire. Et je pense que il y a une mise en avant de la sophistication, de la complexité de l'objet. Et il y a un but, hein, c'est forcément aussi attirer de l'attention, de l'émulation et aussi forcément des investissements. Après, ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que c'est peut-être une représentation qui est, pour l'instant, qui représente l'ordinateur quantique, mais qui est peut-être amené à changer ou à se modifier, parce que il y a d'autres types d'ordinateurs quantiques qui sont en concurrence et ça sera peut-être un autre modèle qui va gagner la compétition. Et il y a des ordinateurs quantiques qui fonctionnent à température ambiante, donc qui n'ont pas besoin en fait de ce système de refroidissement très sophistiqué. Et donc, peut-être qu'on aura un changement de technologie et que cette représentation-là appartiendra au passé assez rapidement, quoi.
Mais après, est-ce qu'elle va rester dans les esprits? Parce qu'on a toujours comment dire, des reliquats de certaines technologies. Par exemple, je pense, quand on veut sauvegarder quelque chose, ben, on a toujours cette représentation de la disquette qui est quelque chose qui est en fait déjà dépassé, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et peut-être dans le même sillon, mais pour prendre l'autre volet de l'esthétique et de la génération de l'image, le cinéma, bon, on connaît en sciences politiques, il y a eu beaucoup de travaux sur l'utilisation du cinéma comme une arme culturelle. Mhm. Euh, et donc, les esthétiques qui sont... Alors, il y a des choses de fond, il y a des comportements, des scènes, etc., qui traduisent une certaine vision de la politique, de la géopolitique, de tel ou tel objet, du droit de manière générale, surtout le droit international. Il y a pas mal d'études là-dessus. Est-ce que, d'après dans ce que tu as vu, alors c'était plutôt des séries dont tu as parlé, mais est-ce que tu décèles aussi ce type de phénomène, c'est-à-dire de scénaristes, de réalisateurs qui vont vouloir mettre en avant une certaine vision qui m'a l'air d'être plutôt technophobe pour l'instant, hein, de l'ordinateur quantique? Est-ce que pour le cinéma, c'est un levier de financement? Voilà, comment tu vois les choses? Euh, Bah, je pense que c'est toujours lié un peu à la structure un peu narrative qui est toujours, bah, c'est-à-dire il faut mettre des obstacles aux héros et puis si on est dans un monde, il y a des exemples hein, de science-fiction un peu utopique, je pense au solarpunk par exemple, des mouvements comme ça, mais c'est c'est pas très vendeur en fait, un monde qui fonctionne parfaitement où tout le monde a des technologies qui fonctionnent parfaitement, qui présentent pas de risques, etc. Je pense il faut ça fonctionne bien cette idée qu'une technologie présente un risque pour l'humanité parce que le héros peut contrer en fait cette menace, etc. Donc je pense qu'il y a, ouais, c'est un peu lié à cette structure narrative là, et parce que aussi, comme je disais, il y a un lien aussi avec tout un imaginaire de la science-fiction qui est déjà en place, et celui de l'intelligence artificielle, bah, on en a beaucoup d'exemples, hein, Terminator, etc. Tout ça, donc il y a une forme de reprise aussi de de ce, de ce passif-là, un peu, en quelque sorte. Euh, Peut-être une dernière question pour continuer cette discussion en ce qui me concerne. Euh, Finalement, ce qui ressort de ta présentation dans le traitement esthétique de l'ordinateur quantique, c'est finalement deux visions qui s'opposent un petit peu, qui est la vision technosolutionniste des entreprises qui vont utiliser des esthétiques spécifiques pour faire envie, comme tu viens de le Mhm. dire, hein, finalement, pour dire, bah, regardez, c'est bien, on va trouver des solutions. Donc là, on a le, on va dire le véhicule d'un technosolutionnisme dont bah, on verra bien si ce Mhm. sera le cas ou non. Et d'un autre côté, au cinéma, on a plutôt des relents technophobes et donc des craintes pour des ressorts narratifs, hein, voilà, au service d'une narration, ce qui est effectivement, enfin, ça me paraît très clair. Mais est-ce que finalement, l'esthétique euh, peut nous proposer autre chose? Est-ce que, c'est une question qui est peut-être pas facile, mais est-ce que tu penses que une vision esthétique pourrait nous faire sortir de cette dualité technosolutionnisme, technophobie? Parce que finalement, c'est de ça dont on a besoin. C'est exactement le même débat qu'on avait sur l'IA, finalement, hein, qu'on a avec la représentation de l'IA depuis Mhm. 50 ou 60 ans. Est-ce que l'esthétique, à ton avis, peut nous faire sortir, peut nous faire échapper à cette vision un peu manichéenne? Ouais, c'est une question pas facile, effectivement. Désolé. Non, pas de souci. Et bah, déjà, un premier élément, c'est aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension, effectivement, comme tu le soulignais, technosolutionniste ou technophobe, mais aussi dans le, le caractère un peu technophobe de ces fictions. Il y a aussi, parce que cette machine, elle est capable, elle est toute puissante, en fait. C'est-à-dire, elle dépasse complètement les applications qu'on a mis en avant qui sont, enfin, qui sont les applications de l'ordinateur quantique, en tout cas potentielles.
Et il y a une forme aussi d'apologie, en fait, de cette technoscience qui serait capable, en fait, de créer des espèces de machines comme ça qui ont une dimension omnisciente, toute puissante. Et il y a une forme aussi ouais, on retrouve un peu peut-être ce technosolutionnisme qui a, euh, qui a souvent bah, chez les entreprises, etc. Et d'ailleurs, dans la science-fiction, il y a souvent, on peut distinguer en fait les grands auteurs quand ils vont reprendre en fait ces technologies, c'est-à-dire que parfois pour résoudre l'intrigue, ils vont mettre en avant une technologie de manière un peu facile, qui va être Mhm. capable de tout résoudre de la n'importe quelle manière, et ceux qui vont s'intéresser plus particulièrement à des qui vont reprendre certains aspects techniques mais au service de la narration, qui vont pas avoir cette facilité en fait de la dimension un peu magique de cette technologie, etc. Quoi. Euh, et après, donc tu disais, est-ce qu'il y aurait une voie un peu médiane entre les deux, Ou entre alternative. Il y a entre les deux, et puis même toute autre chose. Je ne sais pas si on peut imaginer autre chose. Une je voie médiane. pense ouais, je pense qu'il en existe dans la science-fiction, mais c'est pas forcément comme je disais, c'est pas forcément quelque chose qui est très répandu et ça fait peut-être moins vendre finalement d'avoir forcément des dystopies ou alors quelque chose qui est, je pense à des courants. Bon, la RDSF, ça a quelque chose quand même, c'est quand même assez connu, mais il faut avoir un bagage scientifique déjà important pour comprendre cette science-fiction-là. Mhm. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une manière de faire de la science-fiction qui soit un peu plus humble et raisonnable, mais qui ait cette portée grand public. Je ne sais Mhm. pas si c'est faisable ou pas. Peut-être que tout dépend aussi de quel est le champ finalement de l'étude qu'on va observer. Mhm. Parce que peut-être que les représentations esthétiques qui vont proposer des visions alternatives, des représentations alternatives de l'ordinateur quantique, elles sont fondées non sur un ressort narratif qui est celui que tu as très bien exposé, qui est, bon, bah voilà, finalement, une technologie va poser problème à un moment, ou bien on construit des ordinateurs quantiques, donc on veut les vendre, donc on veut avoir une belle image, mais peut-être qu'on n'en est tout simplement pas encore là non plus, qu'on n'a pas un degré de maturité dans les représentations artistiques au sens général qui nous permettrait de faire émerger, de voir émerger des visions artistiques de l'ordinateur quantique. C'est Mhm. une idée, hein, je sais pas, mais peut-être Bah, que ouais, 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 tu voulais ajouter quelque chose ou... peut-être que finalement, on a une sorte de parallélisme entre l'absence de maturité technologique de l'ordinateur quantique qui n'est pas encore commercialisable, etc. Et où on ne sait pas encore exactement lequel finalement va emporter le marché ou lesquels vont emporter les marchés. Et d'un autre côté de ce parallélisme, les esthétiques qui vont avec. Mhm. Bah oui, je pense que c'est encore une technologie émergente. Et c'est une technologie, j'en parlais aussi avec la question de l'invisible de la théorie quantique, etc. C'est une technologie qui est difficile à appréhender peut-être pour la fiction. Et ce passage justement par la représentation matérielle de l'ordinateur quantique, c'est un des passages possibles parce que on a vraiment un objet qui est très marquant, mais ça reste quand même encore très embryonnaire parce que on a du mal à faire passer en fait les applications de l'ordinateur quantique. C'est aussi pour ça aussi peut-être qu'il y a une surenchère de, des applications et des possibilités de cet ordinateur quantique avec une reprise de certains, par exemple, je pense au multivers. Mhm. Multivers, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé dans la fiction et qu'on va reprendre pour l'ordinateur quantique avec la question de la superposition, etc. Donc ça, c'est un concept qui fonctionne assez bien, en fait, dans la fiction, je pense. Voilà. Très bien, merci pour ton retour.
Fabrice, je vous en prie. Merci, merci Monsieur Morel. Bonjour à notre Vélis. Bon. Merci pour cet inspirant, je veux dire, inspirant exposé qui donne un peu à voir l'esthétique de ces machines, de ces mastodontes, qu'on peut considérer un peu comme des monstres techniques à peu près. J'ai souvent vu, aperçu des ordinateurs quantiques, mais j'avais jamais apprécié, j'avais jamais analysé l'angle esthétique, l'angle de conception, ainsi de suite. Et puis la description, vraiment, la description a été utile vraiment pour comprendre un certain nombre de choses. Après, bon, du coup, désolé d'interrompre un peu cette discussion qui était assez relevée, dont j'interviens un peu avec une question toute naïve, peut-être d'une bêtise peut-être extrême. Est-ce que, euh, dans votre observation des, des, des séries ou des films qui ont fait état ou dans lesquels on voyait des ordinateurs quantiques, il y avait une certaine, il y avait des aspects de régulation du marché, des régulations des activités de fonctionnement. Est-ce qu'il y avait, clairement, est-ce qu'il y avait des aspects de régulation qui étaient relevés dans les films et séries que vous avez observés? Peut-être qu'il faudrait que je regarde ça davantage progressivement. J'avoue que je n'avais pas encore regardé l'un d'eux. Du coup, Mhm. je m'intéresse aussi à ça. Au moins, au niveau des acteurs en interne, nous sommes des entreprises et laboratoires de recherche. Est-ce qu'il y a des pratiques qui permettent un peu d'installer un certain nombre de normes, voilà. Mhm. Qu'elles soient Euh, éthiques, morales, juridiques, voilà, commerciales. Voilà. Bah, je pense que ce sera plus du côté des normes éthiques. Bah, c'est pas forcément traité d'un point de vue légal, enfin en tout cas pas dans mon souvenir. Après, il y a des questions, par exemple, géopolitiques. Je pense, par exemple, à le film Heart of Stone, où c'est vraiment des questions c'est-à-dire de souveraineté. On a une technologie qui est capable, en fait, de décrypter les communications de quasiment toute la planète. Et donc, elle fait l'objet comme ça d'une lutte entre différents acteurs d'un point de vue international. Après, il y a aussi, je pense à Devs, il y a des questions de monopole, par exemple, Devs, qui en fait est le département de développement de l'entreprise Amaya. Et Amaya, c'est un peu le Google du futur, qui est dirigé par un CEO complètement mégalomane, et en fait qui va s'accaparer complètement la technologie de l'ordinateur quantique. Et on va avoir une situation de monopole comme ça, et qui va s'en servir pour ses propres désirs mégalomaniaques d'une certaine manière, parce que en fait dans cette série, ça va être la possibilité à la fois de reconstituer le passé, mais aussi de simuler le futur en vidéo grâce à l'ordinateur quantique. Et donc il va pouvoir prédire le futur, etc. Donc il y a un certain nombre de problématiques là-dessus. J'essaie d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres devs Ouais, il y a pas, j'en vois pas forcément d'autres sur les autres séries. Il faudrait que je m'y replonge dessus, mais voilà. Bon, d'accord. Merci, merci. Déjà, je vois Monsieur Morel qui va nous inviter au cinéma et voir comment on va apprécier tout cela de près. Eh bien, eh Et bien, du coup, merci beaucoup encore une fois, Arnaud, pour cette présentation passionnante. Je pense que ça va beaucoup nourrir notre réflexion. En tout cas, moi, ma réflexion, ça nourrit beaucoup la notion de performativité des imaginaires, notamment que tu as développé, qui a aussi été souligné par Valender dans le chat, m'intéresse aussi et m'invite à la réflexion. Donc merci, c'est vraiment le but de ce type de webinaire, hein, de nous ouvrir à d'autres sciences, d'autres réflexions que celles qui nous occupent, moi, en tant que juriste en tout cas. Donc un grand merci. Je vais finir en indiquant donc que ce webinaire va être disponible en rediffusion comme tous les autres, hein. Donc c'est le huitième webinaire, donc il y en a déjà 7. Il y a déjà 7 heures de vidéo. Je sais que certaines ont vu l'ensemble des 7 heures en rediffusion. Et puis un petit moment agenda pendant une minute
tout simplement pour rappeler la suite des événements de la chaire, donc surtout s'agissant du lundi quantique, puisqu'il y a un certain nombre d'événements qui sont annoncés sur le site du Cevotech, de conférences que je vais donner, notamment à Aix cette semaine, pour présenter l'encadrement juridique des technologies quantiques. Mais le prochain lundi quantique aura lieu dans 14 jours précisément. Ce sera le 9e lundi quantique avec Charles Babin, qui est actuellement connecté et qui est donc postdoctorant à l'Université Bourgogne-Europe, au laboratoire ICB, et qui va nous parler d'une technologie que tu as évoquée, qui est les centres NV et leurs applications aux technologies quantiques. Donc ce sera dans 15 jours. Ensuite, on aura une pause estivale et on reprendra dès le 1er septembre avec un lundi quantique que j'animerai sur la souveraineté à l'ère quantique, plutôt sous l'angle du droit international, mais aussi un peu de géopolitique. Et puis ensuite, j'annonce les autres, puisqu'on a une programmation qui est prête jusqu'en octobre. Le 15 septembre, Arnaud, tu reviendras nous parler d'évaluation et régulation éthique de l'ordinateur quantique, un problème épistémologique. Donc là, on va prendre le sujet sous un tout autre angle, et ça s'annonce déjà passionnant. En octobre, le 6 octobre, on accueillera Adeline Moy, qui est ancienne avocate, et qui nous parlera de cryptographie, hein, qui nous parlera de anticiper et encadrer la migration vers la cryptographie post-quantique et le droit en tant qu'outil stratégique de l'innovation. C'est le titre de son mémoire de recherche de fin de Master 2. Et enfin, pour ce qui est déjà annoncé sur le site du Cevotech, le 20 octobre, nous aurons un 13e lundi quantique avec Pierre Gentil, qui c'est la reprogrammation d'une conférence qui aurait dû avoir lieu en avril, je crois. Et donc Pierre-Jean viendra nous parler de technologie quantique et données personnelles sous l'angle plutôt du droit. Voilà, merci beaucoup encore Arnaud, merci à toutes et tous d'avoir suivi, participé à ce webinaire. Et puis bah, si vous le voulez bien, on se retrouve dans 15 jours pour écouter Charles nous parler des centres NV. Bonne fin d'après-midi à toutes et tous.